On va commencer, messieurs, dames. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît, monsieur le directeur général? Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Merci beaucoup. C'est très aimable. Professeur, merci. On va commencer, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Véronique Anatole, directrice générale du CHU de Rennes et également présidente de la commission des relations internationales des CHU. Et je vais introduire ces ateliers consacrés à l'international, ce qui est une première d'avoir un atelier à Santé Expo consacré aux coopérations internationales. On en est très heureux parce qu'on est persuadé que la coopération internationale, dans le contexte de fonctionnement de nos hôpitaux, de notre système de santé, est vraiment un atout pour valoriser l'expertise et le savoir-faire de nos professionnels et aussi pour renforcer des partenariats à l'international qui sont un élément d'attractivité aussi de nos professionnels. Tout à l'heure, le président de la conférence des présidents de CME de CHU et le président de la conférence des doyens évoquaient l'enjeu majeur de la recherche, de la formation, qui sont l'ADN de nos CHU. Et bien évidemment, il n'y a pas aujourd'hui de formation avec l'ensemble des enjeux de développement de la simulation, de l'évolution des méthodes pédagogiques, mais également de la recherche qui se font sans coopération internationale. Donc l'international est aussi fait partie de l'ADN de nos CHU et nous avons le plaisir cet après-midi d'avoir plusieurs tables rondes. D'ailleurs, je vous remercie aussi tous et toutes par avance d'être nombreux non seulement pour écouter les tables rondes, et je vais introduire la prochaine, mais aussi les suivantes. Nous avons la chance d'ailleurs d'avoir deux ministres, Madame Roselyne Bachelot, ancienne ministre que tout le monde connaît ici, et également Chrysoula Zakharopoulou, qui est secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui seront à nos côtés pendant une vingtaine de minutes et qui illustreront aussi l'importance de l'enjeu de ces relations internationales pour les CHU et plus globalement pour le système de santé français. Donc je ne vais pas être beaucoup plus longue, simplement rappeler que nos CHU sont engagés depuis des années, depuis leur création, dans des coopérations internationales, principalement, évidemment, initialement dans les pays francophones, en Afrique, en Asie, mais aujourd'hui aussi dans tous les continents. C'est un atout majeur pour les professionnels, comme je l'évoquais, pour favoriser aussi le rayonnement de la France à l'international, pour monter aussi des partenariats académiques, scientifiques et industriels dans le cadre de consortiums dans la réponse à des appels à projets internationaux. Et nous accueillons aussi en permanence des étudiants, des professionnels. Nous envoyons aussi nos professionnels en mobilité à l'international. Et le système de soins français, parce qu'on est toujours des spécialistes de l'autodénigrement en France, reste encore aujourd'hui, malgré ses difficultés, totalement reconnu à l'international comme offrant une qualité des soins tout à fait remarquable et aussi un accès aux soins tout aussi exceptionnel. Et il l'a démontré, bien sûr, dans le cadre de la crise Covid. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau contexte, bien évidemment, et ce qui nous impose d'innover. Nouveau contexte lié à la gestion de la crise Covid, le post-Covid, lié aussi à la crise des ressources humaines, aux enjeux d'attractivité. Et l'international fait partie des éléments de réponse. Et crise aussi géostratégique liée à la guerre en Ukraine et à ses conséquences dans les équilibres mondiaux entre les superpuissances, les différents continents. Et bien évidemment, la France, avec son modèle particulier des CHU, de son système de santé, joue dans ce contexte particulier et doit jouer encore plus dans l'avenir un rôle majeur pour faire rayonner notre pays et promouvoir la marque France, le soft power français à l'international. Dans ce cas, nous avons créé des filiales, les CHU, un petit mot aussi avant de donner la parole à la table ronde, c'est important de l'échanger avec vous, on en reparlera avec les ministres. Nous avons créé une filiale internationale des CHU, la Paix de Paris a créé sa propre filiale, qui a déjà engagé beaucoup de travaux. La filiale internationale des CHU en a engagé également avant la crise. Je salue mon prédécesseur là, qui était dans la salle, que j'ai croisé tout à l'heure d'ailleurs, qui a beaucoup œuvré en ce sens. Et nous souhaitons, après la crise Covid qui a évidemment conduit à un frein à toutes les coopérations internationales, à un arrêt de beaucoup de coopérations, relancer ces coopérations parce que pour nous c'est une dynamique majeure d'avenir. Et les filiales des CHU qui ont été créées grâce à la loi de Macron à l'époque, était ministre de l'économie en 2015, qui sont des sociétés d'action simplifiées, donc des structures de droit privé, mais qui sont de gouvernance publique, totalement publique, permettent aussi de mutualiser nos actions en commun. Évidemment, un seul CHU ne peut pas répondre aux enjeux d'appel à projets internationaux comme la reconstruction d'hôpitaux en Chine,
comme nous sommes aujourd'hui sur la construction d'un IFSI en Chine qui va offrir des capacités de formation à 6000 étudiants. Nous venons d'ailleurs, le CHU de Nice et le CHU de Rennes viennent d'envoyer des équipes pour faire des masterclass dans les pays du Golfe, donc dans le domaine de l'hématologie, dans le domaine également d'autres spécialités. Nous avons des projets avec le Niger, la République dominicaine. Nous avons de fortes attentes d'Expertise France, de l'Agence française du développement et évidemment de toutes les autorités nationales, le ministère de la Santé, des Affaires étrangères, de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Économie, qui sont en attente d'une capacité des CHU à répondre ensemble face à ces enjeux de promotion de la marque France en santé à l'international, dans un contexte évidemment où les enjeux de santé mondiale sont tout à fait majeurs. Et les filiales sont évidemment un atout considérable pour pouvoir offrir des possibilités de consortium avec des partenaires, y compris industriels français, des entreprises françaises, pour répondre à ces enjeux de réponse à l'international pour lequel nous sommes attendus, à la fois en interne et en externe. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue. D'ailleurs, je dirais, nous aurons l'occasion de saluer Roselyne Bachot tout à l'heure, qui a accepté de présider la filiale, présidente d'honneur de la filiale internationale des CHU, qui s'appelle la FUHI, French University Hospitals International. Et Roselyne Bachot a accepté de nous donner son parrainage et on en est vraiment ravis. Et nous aurons de nombreuses actions à développer en lien, bien sûr, avec également les facultés de médecine et l'ensemble des acteurs de santé français. Voilà. J'ai terminé mon introduction et je voudrais bien évidemment faire venir les prochains intervenants à la table ronde. D'abord l'animateur, mon cher collègue Lionel Calange, parce que les CHU d'outre-mer jouent évidemment un rôle majeur et sont déjà très impliqués dans les coopérations internationales, notamment dans les Caraïbes, bien évidemment. Je demande aussi au professeur François Roch, président de la CME du CHU de Martinique, de nous rejoindre également, avec également Marine Van Bremersch, directrice de cabinet du CHU de Lille, Diana Dolz, présidente de l'association médicale caritative France-Ukraine, et le professeur Ousmane Traoré, chef de service d'hygiène hospitalière au CHU de Clermont. Et je laisse la parole à l'animateur, cher Lionel, en te remerciant par avance de tenir les délais. Et Monsieur Blum nous a rejoint. Donc merci beaucoup, Monsieur le conseiller, de nous faire l'honneur de nous rejoindre. Vous êtes conseiller auprès du ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger. Merci d'être présent à cette table ronde. Je vous laisse la parole. En vous remerciant par avance de tenir les délais puisque nos deux ministres sont attendus à 15 heures. Et merci au public de rester nombreux aussi pour les ministres. Merci, chère Véronique. Messieurs les directeurs généraux, mesdames les directrices générales, mesdames les présidents de CME, mesdames et messieurs, il m'appartient, j'ai l'honneur d'animer cette table ronde sur la place des CHU dans les transitions géopolitiques. Alors je suis DG du CHU de La Réunion depuis 2016. Le CHU de La Réunion, c'est un petit peu une vigie avancée de la stratégie française en santé dans la zone océan Indien. Et effectivement, on a une responsabilité particulière pour faire rayonner l'excellence française en santé. Donc l'intitulé de la table ronde, c'est les CHU impliqués dans les transitions géopolitiques. La crise de la Covid, Véronique l'a dit, a montré qu'il y avait une montée des interdépendances dans nos systèmes de santé, évidemment, une reconfiguration profonde des relations internationales dans le domaine de la santé. Et le double objectif de cette table ronde, ça sera de montrer combien les stratégies des CHU, à partir d'exemples concrets, on aura les exemples des CHU de Clermont-Ferrand, du CHU de la Martinique, du CHU de Lille, comment les impulsions nationales ont un impact sur la stratégie sur l'international des CHU et comment ces recompositions géopolitiques à l'œuvre donc impactent très concrètement, opérationnellement, la stratégie des CHU. Pour cette table ronde, donc on a un plateau de très très haut niveau. Je remercie nos intervenantes et intervenants. Nous avons à mes côtés, à ma gauche, Georges Fabrice Blum, qui est conseiller auprès du ministre délégué au commerce et à l'attractivité et aux Français de l'étranger, qui nous donnera un éclairage national autour des impulsions politiques nationales. Nous avons le professeur Roch, qui est le président de la CME du CHU de Martinique, qui nous donnera l'éclairage des Caraïbes, ou une partie de l'éclairage des Caraïbes, puisqu'effectivement, il y a également le CHU de la Guadeloupe qui est impliqué dans cette stratégie.
Nous avons Madame Van Bremerch qui est directrice de cabinet au CHU de Lille, qui nous montrera combien le CHU de Lille est tout à fait en soutien dans la crise ukrainienne, dans la suite d'une impulsion politique nationale récente. Et nous avons Madame Diana Dobbs à ses côtés, qui est présidente de l'association d'aide médicale France-Ukraine, qui nous donnera également cet éclairage. Et pour terminer, nous aurons également l'éclairage du CHU de Clermont-Ferrand, à travers le professeur Traoré, qui est chef du service d'hygiène du CHU de Clermont-Ferrand, qui nous montrera l'impulsion du CHU de Clermont-Ferrand aux côtés du Rwanda par rapport à la construction d'un établissement de santé au Rwanda. Donc sans plus attendre, je vais céder la parole à Monsieur le conseiller Georges Fabrice Blum, qui nous montrera comment effectivement le ministère du Commerce est impliqué aux côtés des CHU et comment cette politique est impulsée par le niveau national dans un contexte évidemment de forte évolution, puisque les tensions au Mali, la crise ukrainienne nous montrent qu'il y a besoin d'une forte réactivité sur ces sujets. Donc comment ça se passe très concrètement, Monsieur le conseiller, et comment ces impulsions se déclinent-elles? Merci Monsieur le Président. Alors d'abord, c'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous, d'autant plus que j'ai encore mon cœur dans mon métier d'origine que j'ai abandonné il y a un peu plus de 8 mois, celui du gynécologue obstétricien. Je suis aujourd'hui conseiller du ministre, mais je ne suis pas un diplomate de formation. Le MAE, que je commence à connaître un petit peu, un très gros ministère, a un rôle de coordinateur et de stratège dévolu à l'administration centrale du ministère. Et nous avons créé en mars 2009 une direction générale de la mondialisation et du développement et des partenariats. Pour mettre en route toutes ces politiques, nous avons eu besoin d'opérateurs. Et pour la santé, nous en avons 6, vous les connaissez certainement très bien. Le principal, c'est l'Agence française pour le développement, qui est un organisme de financement. L'Agence française de développement des médias, l'Expertise France, qui fait maintenant partie de l'AFD, Fraude volontaire, et puis d'autres choses, Centre de recherche agricole et pour le développement, et l'Institut de recherche pour le développement. Le pilotage de ces opérateurs par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères relève en fait d'une double dimension, administrative et stratégique, qui est déclinée sur le terrain par les ambassadeurs, qui sont eux-mêmes épaulés par 11 conseils régionaux en santé mondiale, qui suivent les activités du Fonds mondial pour la tuberculose, le sida et le paludisme, pour le Gavi pour les vaccins, pour l'achat de médicaments par United, par un fonds prioritaire de solidarité et puis par l'objectif de couverture mutuelle universelle. L'action de la France se veut d'avoir un rôle moteur pour l'innovation en santé, pour l'attractivité du modèle hospital universitaire et sa notoriété. Il faut le rappeler, et ça a été dit tout à l'heure, ça reste toujours un élément phare de la médecine dans le monde, et par son expertise. Et ces actions vont se focaliser sur la promotion des droits humains, sur l'équité et la solidarité, sur l'attractivité et l'influence, et sur la réactivité et l'efficacité. Le MAE apporte aussi son soutien au CHU en donnant des informations sur la situation géopolitique des pays où ils veulent développer leur mission. Nous sommes là aussi pour ceci. Par ailleurs, nous avons un centre de crise et de soutien, le CDCS, qui a plusieurs missions, chargé bien sûr de la veille de ce qui se passe dans le monde, d'anticiper les crises, la gestion des crises se déroulant à l'étranger et surtout d'assurer la sécurité des Français qui s'y trouvent, soit de façon définitive, soit en voyage. Également chargé du soutien à la stabilisation post-crise via ce qu'on appelle le COHS, qui aide aussi à l'intégration dans un soutien logistique pour l'envoi de matériel notamment. Ça a été fait, on vous le dirait encore mieux que moi, par le CHU Lille pour l'envoi du matériel en Ukraine, et puis pour l'envoi de matériel en Irak pour un hôpital à Sinjar avec la chaîne de l'espoir. Le CDCS s'occupe également malheureusement des questions relatives aux décès, de disparitions inquiétantes, vous l'avez voyé parfois à la télévision, et puis bien sûr d'aide humanitaire d'urgence en interministériel. Alors ça c'est pour le volet plutôt humanitaire, mais nous avons un volet également, comme l'a dit le Président, un volet commercial de la santé. Et là nous avons un comité stratégique de filières industrielles et technologies en santé, le CSF-ITS, et puis deux représentants très importants. Un fédérateur santé à l'export, qui est un ancien directeur de clinique, vous le connaissez certainement, Jean-Patrick Lajonchère, et puis une envoyée spéciale pour l'innovation, qui est Dr Raphaël Torjman, qui est hématologue.
Le NAE donc, et sa direction est ainsi en première ligne dans toute la structuration et l'animation de la filière, notamment à l'export. Et il s'appuie sur Business France, sur la DGE, sur la DG Trésor et sur la banque BPI France. Nous avons également pour l'export des éléments phares, qui est la marche Ombrelle French Healthcare, qui a été intégrée au dispositif Choose France. Et vous avez vu la semaine dernière, le président a fait l'apologie de la France et nous avons pu attirer énormément de contrats de boîtes étrangères et notamment dans la biotech. Et je suis en train de m'y atteler également pour compléter l'impulsion que donne le président de la République. Et puis l'association French Healthcare, qui est une association indépendante et qui permet donc à différents industriels, au milieu académique, privé, aux hospitaliers et au milieu assurantiel, donner une approche collaborative à l'export. Nous appuyons également encore sur deux structures, le réseau des clubs santé à l'étranger, qui sont 14, et puis le réseau santé des conseils du commerce extérieur de la France. Donc voilà un peu cette grosse machine qui se met à disposition de la santé, et donc soit dans les périodes de crise, bien sûr, par l'intermédiaire du CDCS, soit en période normale pour aider les CHU à travailler avec d'autres hospitaliers dans les pays en voie de développement. Donc voilà ce que je voulais vous dire de façon résumée. Je suis prêt à répondre à vos questions par la suite si vous le souhaitiez. Merci Monsieur le conseiller pour la présentation de ce dispositif de pilotage et de suivi très structuré, très organique et très coordonné. Est-ce qu'il y a peut-être des questions venant de l'Assemblée sur ce premier aspect où on passe peut-être, on va dire, à l'exemple des Caraïbes. On sait que sur la zone Caraïbe, il y a des recompositions géopolitiques fortes qui sont en train de se passer, avec le jeu des puissances évidemment qui se met en place, une Chine qui s'implante fortement sur la zone Caraïbe, les États-Unis qui se centrent plutôt sur, on va dire, le Pacifique Sud. Quelle est la place de la France dans ce schéma, évidemment, autour du concept, professeur, monsieur le président de CME, du One Caribbean Health? Je crois que c'est le terme consacré. Présenter la stratégie du CHU de Martinique. Merci. Merci beaucoup de me donner un temps de parole. Alors, quand on m'a demandé de réfléchir à la question de l'impact du CHU de Martinique sur les transitions géopolitiques, j'avoue que ça m'a un petit peu amusé à première pensée. Je me suis dit non, le CHU de Martinique, il s'occupe de coopération. Et puis, après, deuxième analyse, je me suis dit, mais ceux qui s'occupent de géopolitique devraient s'intéresser à la coopération du CHU de Martinique. C'est un petit peu l'idée que je voudrais soutenir là maintenant en vous parlant de l'impact de ce que nous faisons éventuellement sur ce qui se passe dans notre région. Alors, quand les tensions géostratégiques augmentent, ce qui quand même est un peu le cas, entre Taïwan d'un côté, l'Ukraine de l'autre, il n'y a pas une région du monde qui échappe à la problématique et la Caraïbe est spécialiste de cette question. Est-ce qu'on... C'est bon, ça passe. Voilà, la Caraïbe, le passé nous a montré que dans la Caraïbe, on pouvait être à l'origine de tensions mondiales extrêmement dangereuses. Ce n'est pas la situation actuelle, mais pour autant, on se trouve dans une situation qui revêt un caractère un peu préoccupant. La Caraïbe, en fait, est sous zone d'influence américaine. Les États-Unis ont une ascendance naturelle sur la région Caraïbe. Au cours des dernières années, elle ne s'est pas trop intéressée à la question, sauf sous 3 angles, celui de l'immigration, celui du narcotrafic et celui du terrorisme. Elle a baissé ses investissements de moins 25% dans la zone, s'intéressant à l'Asie et au Pacifique, qui lui paraissaient beaucoup plus stratégiques. Parallèlement, la Chine a au contraire investi de manière absolument massive dans la Caraïbe et dans tous les domaines et dans un nombre d'États importants. 9 milliards d'euros sur les Bahamas, 10 milliards d'euros sur la Jamaïque, 4 milliards d'euros sur le plateau des Guyanes. Et il n'y a pas un petit État de la Caraïbe qui n'ait pas été approché d'une manière ou d'une autre sur 2 thématiques, celle de l'association d'un chèque à la reconstruction d'une autoroute ou d'un hôpital par rapport à l'idée défendue au niveau de l'ONU d'une Chine unique,
Donc il y a beaucoup d'apôtres maintenant de la Chine unique dans la Caraïbe, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est les nouveaux chemins de la soie et l'ouverture du canal de Panama, l'agrandissement du canal de Panama qui fait que les supertankers vont pouvoir passer par cette zone, fait qu'un certain nombre de territoires, comme la Jamaïque par exemple, comme les Bahamas, ont maintenant des ports offshore en eau profonde qui permettent de servir de relais, qui sont du reste gérés pendant les 30 ou 40 années qui viennent par la Chine. Donc inutile de vous dire qu'on a affaire à deux monstres de la diplomatie pour lesquels, que fait l'Europe et que font les Caraïbéens par rapport à ça? Alors, la France persiste avec 7 ambassades dans la région. La France a une activité diplomatique propre. Elle a aussi l'Europe avec des investissements et qui n'ont rien à voir avec ce que la Chine est capable de produire. Déjà, l'Europe s'intéresse au financement de ces territoires dans les Amériques et n'est pas à la hauteur financièrement. Mais la France et l'Europe ont, par nos territoires, un atout considérable, celui finalement d'être caribéen. Et pour ceux qui l'ignoreraient, il y a une loi qui s'appelle la loi Letchimy, qui est du nom de notre président de la CTM, la communauté territoriale de la Martinique, qui a vocation à donner à chacun de nos territoires une forme d'autonomie diplomatique qui lui permet d'être présent sur le territoire, son territoire naturel, c'est-à-dire la Caraïbe, et donc de pouvoir, de l'intérieur, approcher l'ensemble du territoire caribéen. Et comme la santé est reconnue dans l'ensemble des pays de la Caraïbe comme le point numéro 1 du développement, eh bien, tout naturellement, le CHU de Martinique peut avoir à jouer un rôle dans ces domaines. Alors, de quoi s'agit-il? Globalement, il s'agit d'approcher l'ensemble de nos voisins par ce que nous savons faire et ce que nous faisons depuis de très longues années. Alors, il y a d'abord des liens qui sont des liens ancestraux, historiques, c'est la même histoire. Ce sont des frères, des médecins qui travaillent ensemble depuis des années et ça, c'est un bagage qui est extrêmement utile. Il y a aussi le problème du recours et de l'urgence, c'est-à-dire que les Chinois ne peuvent pas répondre à la dissection aortique du frère du Premier ministre du territoire d'à côté. Donc nous avons là un atout qui fait que, par notre manière de servir par le recours, nous avons un rôle stratégique qui est non négligeable. Il y a aussi la sécurité et le tourisme. Il n'y a pas un grand hôtel de la région qui ne fait valoir dans son cahier de bord sur ses atouts touristiques le fait que son centre de plongée est situé à moins de 30 minutes d'un hôpital européen dans lequel on pourra éventuellement lui faire valoir du caisson hyperbare. Voilà, il y a un certain nombre d'autres sujets importants. Il y a la co-construction et par exemple le cyclotron qui est en train d'arriver en Martinique est capable de produire des radioisotopes. Ces radioisotopes peuvent être mis à la disposition de tous les pays qui voudraient développer leur propre cancérologie et se doter de TEP scanners, et donc on va contribuer au co-développement. Il y a un certain nombre d'autres sujets. Il y a évidemment les sujets de recherche parce que nous avons tous les mêmes problèmes. Donc les sargasses sont un problème grave pour tous les pays de la Caraïbe, comme la brume de sable. Et sur ces sujets, comme sur les sujets endémiques, nous avons des travaux de recherche qui sont des travaux communs. Par ailleurs, par le biais de nos chercheurs, nous approchons des organismes qui sont les organismes de la Caraïbe, comme la CARFA, qui est un organisme de santé publique du CARICOM. Et nous avons passé, le CHU de Martinique a passé un MOU, un accord signé par notre directeur général, dont je ne sais pas s'il est parmi nous, mais qui a signé de manière très récente un accord avec la CARFA. Et par l'intermédiaire de la CARFA, qui est l'agence de santé publique de tous les pays du CARICOM, c'est aussi une possibilité pour que la Martinique intègre à part entière la CARFA. Donc par notre présence, qui est une présence de terrain, une présence qu'on s'est amusé à qualifier de la présence d'une mygale qui se cache sur le terrain et qui n'est pas bien visible,
la France, l'Europe, la Martinique dispose par son CHU de la Martinique d'un atout qui lui permet de faire valoir les intérêts à la fois de l'Europe, de la France et de la Martinique dans la Caraïbe. Merci Monsieur le Président pour ce témoignage. Une question, parce qu'on voit que vous capitalisez sur un plateau technique d'excellence, des spécialités de recours. Est-ce que le CHU de Martinique accueille des patients de la zone de plus en plus? Est-ce qu'il développe à l'export son plateau technique à travers des filières d'accueil de patients payants pour optimiser son plateau technique? C'est ce qu'on fait à La Réunion et j'imagine que c'est pareil en Martinique. Oui, on fait la même chose, en sachant qu'il y a aussi une prise en charge de patients qui arrivent avec des bot people et qui nous arrivent sans qu'on soit très doué pour retomber dans nos fonds. Mais de toute manière, en effet, la moitié des dépenses de santé des pays de la Caraïbe qui nous entourent consiste à exporter des patients pour qu'ils soient soignés ailleurs. Donc il y a une manne d'argent très importante dont on peut bénéficier à condition d'avoir le niveau d'organisation que peut être capable de donner notre concurrent direct qui est Miami. Madame Van Brommersch, Madame Doss, donc très rapidement, dès le démarrage de la crise ukrainienne, le CHU de Lille s'est impliqué aux côtés de l'Ukraine. On sait qu'il y a une visite du ministre de la Santé, la signature d'un accord cadre à Lviv, c'était en Ukraine en avril dernier, par rapport à un projet de reconstruction évidemment sanitaire de l'Ukraine. Alors comment s'est passé ce soutien, ces modalités de soutien du CHU de Lille à l'Ukraine dès le démarrage évidemment de la guerre en Ukraine en février 2022? Bonjour à tous. Alors effectivement, je suis heureuse d'être présente ici et je remercie beaucoup Jana Dols qui a accepté aussi de venir, qui je pense permet vraiment de témoigner le partenariat qu'on a pu avoir une association ukrainienne, parce que sans les associations de terrain, on n'aurait effectivement pas pu mettre tout ça en place. Donc effectivement, dès le début de la crise ukrainienne, lorsque les forces russes ont envahi l'Ukraine, donc dès février 2022, le CHU de Lille a souhaité directement apporter son soutien. Donc dans une première intention, ça s'est matérialisé par un envoi de convois humanitaires. C'est vrai qu'on a pu bénéficier de stocks qui étaient largement constitués au sein de notre établissement et donc de pouvoir donner des respirateurs. Donc c'est à peu près une 50aine de respirateurs, donc des Osiris 1, Osiris 2 qui ont pu être donnés, mais également des pousse-seringues et différentes sortes d'analgésiques, d'anti-anesthésiants qui ont pu être apportés à l'Ukraine avec l'envoi d'un premier convoi. Et ensuite, on a évolué au fur et à mesure du conflit. On s'est vraiment adapté aux besoins du terrain grâce à Jana Dols qui nous a transmis les besoins en direct du terrain. Donc le but était vraiment de pouvoir envoyer sur place des médicaments ou du matériel qui était nécessaire. Donc ça, je tiens vraiment à le souligner parce qu'on a pu bénéficier aussi des conseils de l'association qui nous conseillaient par exemple de traduire les posologies. Car les médicaments ukrainiens ne sont pas les mêmes que les médicaments français, donc il n'y avait pas non plus d'intérêt d'envoyer des médicaments sans ce type de traduction. Donc ça, c'est le premier grand apport qu'on a pu avoir, je pense, qui prouve que les CHU ont un impact dans les conflits géopolitiques et notamment le conflit en Ukraine. On a eu d'autres apports, mais peut-être que je peux laisser... Voilà, je vous laisse peut-être intervenir. Oui, bonjour. Donc, je suis Diana Dols, je représente l'association Aide médicale et caritative France-Ukraine. Donc, nous sommes créés en 2014 lors des premières invasions russes de l'Est de l'Ukraine. Et ça explique un peu notre rapidité d'action au début de la crise et notre expérience qu'on aurait pu apporter, qu'on a apporté aux CHU, aux hôpitaux et aux entreprises qui voulaient aider l'Ukraine. Parce que depuis 2014, nous avons aidé les territoires sinistrés par la guerre à l'est de l'Ukraine. Donc nous avons déjà eu l'expérience des logistiques des crises, d'aide aux hôpitaux dans la zone de guerre, d'aide aux hôpitaux qui étaient détruits par les combats. Donc ça, nous avons, à une échelle un peu moins importante parce que ça concernait à l'époque des régions, mais notre expérience, notre réseau qu'on a mis en place pour aider la région de Donetsk et de Lugansk nous a servi à nous orienter rapidement
suite à l'invasion massive de l'Ukraine. Et notre deuxième point, c'était à partir de 2015, nous aidions le ministère de Santé de l'Ukraine à moderniser leur système médical et appliquer la réforme. Parce que l'Ukraine, malgré la guerre dans l'est de l'Ukraine, elle s'est engagée dans la réforme médicale. Donc pour s'affranchir de ce passé soviétique, parce que l'Ukraine était bien consciente que c'est ça aussi qui la bloque dans le développement, et moderniser ses hôpitaux, moderniser le fonctionnement. Donc faire rentrer l'argent dans des hôpitaux, parce qu'à l'époque c'était le fonctionnement un peu partagé entre l'abandon, parce qu'il y avait peu de financement, et des initiatives privées qui ne rentraient pas dans le système normal de fonctionnement du système de santé. Et donc avec toute cette expérience, le 24 février, nous avions des interlocuteurs, entre autres directs des ministères de Santé. Nous avions des partenaires. Un de nos plus grands partenaires, c'est Conseil de réanimation et de médecine d'urgence, qui est pareil, qui était avant la grande invasion, il était plus dans les formations et dans le conseil au ministère de Santé. Et ensuite, suite à cette invasion, il a mis aussi ses bénévoles, son réseau, pour aider les hôpitaux en matériel, en consommables médicaux, parce que c'était une période gravissime quand la logistique s'arrêtait, logistique établie du ministère des Santé s'arrêtait, et donc les hôpitaux ne savaient plus à qui s'adresser, donc ils avaient des besoins, ils avaient des afflux de blessés, mais ils savaient la logistique établie ne fonctionnait plus. Et donc nous, avec le réseau logistique qu'on avait, par exemple les dons des CHU de Lille, on allait importer directement en Ukraine. On ne passait pas par les hubs en Pologne. C'était vraiment direct, donc ça arrivait directement et aussitôt sur place. Donc nous, notre point d'arrivage, c'était Lviv. Et aussitôt, c'était redistribué vers les hôpitaux tout dépendait de situation sécuritaire de cet hôpital. Donc s'il y avait les zones qui étaient quasiment encerclées ou infiltrées, donc c'était des petites camionnettes. Ensuite, il y avait des grands camions. Et donc cette logistique-là nous a permis d'agir rapidement. Et le fait que nous avons travaillé avec les CHU, les hôpitaux avant donc ce déclenchement, donc on n'avait pas beaucoup de difficultés à activer nos réseaux, et nous sommes contents que CHU ont répondu vraiment de façon très solidaire à ces besoins. Et donc, nous avons pu montrer que nous pouvons agir rapidement, efficacement, selon les besoins. Donc, effectivement, c'était la première aide qu'on a pu apporter dans le cadre du conflit en Ukraine. Et puis, en fait, assez rapidement, on a essayé de s'adapter aux besoins du terrain avec la prise en charge de blessés de guerre dans le cadre d'évacuation militaire, l'opération Héron 9 notamment. Donc des prises en charge de blessés militaires qui arrivaient, qui avaient besoin de soins très complexes, qui donc restent très longtemps dans les hôpitaux, donc à Lille comme dans d'autres établissements au niveau national qui ont accueilli ces patients. Donc la troisième aide qu'on a pu apporter, ça concerne les prises en charge plutôt ce qu'on appelle nous compassionnelles. Donc c'est finalement la prise en charge de patients qui étaient déjà sur le territoire français, donc de réfugiés ukrainiens, qu'on a pris en charge aussi simplement qu'on pouvait, c'est-à-dire comme des citoyens français. Mais on a dû aussi apporter beaucoup d'aide et notamment recruter des interprètes ukrainiens pour la traduction de dossiers médicaux ou la traduction de différents documents qui ont pu être amenés par les patients eux-mêmes.
Ensuite, il y a un quatrième aspect sur lequel on a voulu déployer de l'aide, c'est la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique, donc qui est une cellule qui en fait se déplaçait directement auprès des populations qui étaient arrivées en France pour les soutenir psychologiquement. Donc ça a été un soutien sur du long cours, donc on est assez satisfait. Ah, vous entendez pas? Pardon. Donc voilà, c'est en tout cas un appui psychologique qui a pu être donné auprès des citoyens de l'île. Et puis enfin, là c'est un projet qu'on a ensemble, hein, on en discutait dernièrement avec Jana Dols. Le but est cette fois-ci de pouvoir apporter de la formation sur place en Ukraine, et donc avec des dispositifs de formation qui pourront être mis en place entre le CHU de Lille et certains hôpitaux de l'Ukraine, et de permettre des formations des jeunes médecins pour leur permettre de continuer à apprendre, notamment pour tout ce qui concerne l'imagerie médicale qui est effectivement nécessaire en ce moment en Ukraine. Donc on est en train de travailler sur ce projet-là. Voilà. Merci pour ce double témoignage très intéressant qui appellera sûrement de la part de l'auditoire des questions complémentaires en fin de session. Professeur Traoré, vous travaillez au CHU de Clermont-Ferrand, vous êtes chef du service d'hygiène hospitalière. Donc il y a un partenariat qui est émergent, qui est en train de se dessiner entre le CHU de Clermont et le Rwanda autour de la reconstruction d'un hôpital. Comment a-t-il émergé et quels en sont ses déterminants aujourd'hui ? Alors, effectivement, c'est pas uniquement autour de la reconstruction d'un hôpital, mais il y a un projet effectivement qui est tout débutant, puisqu'on a eu un financement des GOS dans le cadre des APCHI en novembre 2022. Donc le projet, l'idée a émergé courant 2022, en fait par des échanges avec des médecins rwandais et notamment aussi franco-rwandais qui ont fait émerger l'idée d'une montée en compétences en soins critiques. C'est pas de l'hygiène hospitalière, je représente aujourd'hui mon collègue qui est anesthésiste réanimateur, et donc l'idée c'est d'offrir un soutien en soins critiques. Donc cette idée, on l'a soumise évidemment immédiatement à notre direction qui a été très intéressée. Alors il faut savoir qu'au CHU de Clermont, en fait, il y a une coopération assez ancienne, mais avec des pays, notamment le Burkina Faso, depuis une quinzaine d'années, où j'étais allé il y a plus de 15 ans. Et en fait, cette coopération commençait à s'essouffler, et puis le contexte politique actuel du Burkina n'est pas très favorable. Et donc, il y avait vraiment une volonté de la direction de s'orienter vers d'autres régions, d'autres pays. Donc voilà, on a eu un soutien très fort de la direction. Après, du côté rwandais, il y a aussi un contexte qui est actuellement extrêmement favorable, à mon sens, dans le sens où c'est un pays qui est en pleine explosion positive, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une dynamique dans ce pays qui est assez impressionnante, et notamment dans le système de santé. Et donc on a eu l'honneur d'être reçu par le ministre au mois de mars quand on y est allé, et effectivement il nous a confirmé l'objectif à horizon de 5 ans de tripler le nombre de soignants, de doubler le nombre de médecins et de doubler le nombre de lits de CHU. Donc vraiment, et de devenir aussi un pôle de tourisme médical d'excellence dans la sous-région. Donc vraiment une volonté assez impressionnante. Alors la contrepartie, c'est que il y a de la concurrence, et il va y avoir de la concurrence. Il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de Belges, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'actions de coopération. Donc je pense qu'il y a vraiment... Alors il y a d'autres CHU d'ailleurs qui interviennent. Bon. Donc nous, on a ciblé à la demande des autorités sanitaires notre action sur l'hôpital du Ruhengeri. Donc le Ruhengeri, c'est au nord-ouest du Rwanda. C'est une petite ville, mais c'est quand même la deuxième ville du pays. Et surtout, elle draine une population d'environ 400 000 habitants. Population très rurale et qui n'a pas vraiment de ressources médicales, autres. Et puis c'est une région on est à 60 km de Goma, qui est quand même grosse ville frontalière du Zaïre, enfin de la RDC, et qui est une région très instable politiquement, avec des afflux réguliers de réfugiés. On est aussi à une 60aine de kilomètres de la frontière ougandaise. C'est la zone du Nord Kivu. Donc c'est une zone qui est extrêmement, instable géopolitiquement. Donc on nous a demandé d'intervenir dans cet hôpital, et aussi dans la perspective de la construction d'un nouvel hôpital à horizon de 5 ans aussi, donc qui fera passer la capacité de l'hôpital actuel, qui est ancien, des années 30, de 350 lits
à 800 lits, avec un financement français de l'AFD à hauteur, je crois, de 75 millions d'euros. Voilà. Donc nous, notre objectif, il est assez humble, j'allais dire, c'est de préparer le personnel qui travaille actuellement dans cet hôpital avec peu de moyens, les préparer petit à petit à intégrer un hôpital qui aura plus de moyens. Donc on a fait une première mission en mars, on a décidé de cibler sur les soins critiques respiratoires et les soins urinaires. Pourquoi ? Parce qu'il nous semble que c'est ces deux types de soins qui pourront donner lieu à un retour, j'allais dire, tangible pour les équipes, pour les patients bien sûr, mais pour les équipes, de l'intérêt d'une action de coopération comme ça. Donc le programme a commencé, puisque c'est un programme sur 1 an. Donc la première mission a permis de faire un état des lieux, de recibler donc les projets. On a entamé des formations donc pour les médecins. On a entamé des formations pour les infirmières avec le partenariat de la Société de réanimation de langue française qui nous aide beaucoup sur ce sujet. Donc c'est des formations en ligne qui ont été offertes avec un tutorat par les infirmières du CHU de Clermont. Donc 2 fois par semaine, elles contactent le Rwanda pour voir comment se passe la formation. Et puis la prochaine étape, donc on est en train de rédiger tout ça, et la prochaine étape, c'est donc une mission Sud-Nord qui aura lieu en octobre et qui permettra de finaliser complètement tous les protocoles de soins respiratoires, de soins urinaires, de vérifier les acquis de la formation. Et puis la dernière étape, ça sera donc début 2024, d'aller sur place pour évaluer l'observance des mesures, pour évaluer l'adaptation aussi des mesures, savoir s'il faut réajuster ou pas les mesures, et évaluer l'impact avec des indicateurs qu'on aura définis donc en octobre 2023. Voilà en gros ce qu'on fait aujourd'hui au Rwanda. Donc c'est un petit projet. On espère pouvoir le continuer sur d'autres types de soins, passer après aux insuffisances rénales aiguës, aux soins septiques, enfin aux patients septiques graves, éventuellement aux soins respiratoires invasifs, parce que ce qu'on développe là, c'est des soins respiratoires non invasifs qui sont beaucoup plus accessibles pour ces pays-là. Voilà un petit peu où on en est et ce qu'on souhaiterait continuer à faire. Merci pour ces 3 témoignages de CHU tout à fait éclairants et ce témoignage de politique nationale. Bonjour Madame la Ministre et bienvenue. Il y aura sûrement des questions de la salle autour de ces 3 exemples de coopération et d'adaptation de la politique des CHU autour des transitions géopolitiques et des questions à poser peut-être au conseiller M. Blum, des questions venant de l'assistance. Je vous cède la parole évidemment. Merci, bonjour. Je suis Emmanuel Godin de la PHP. J'avais une question. On a beaucoup parlé de coopération, on a un peu parlé de commercial on voit fleurir depuis une quinzaine d'années, notamment au Moyen-Orient et dans certains pays sud-asiatiques, des franchises d'hôpitaux universitaires, notamment américains, globalement anglo-saxons. Donc ma question est de savoir quelles sont les limites aujourd'hui, limites législatives ou simplement des limites culturelles, je pose la question de manière très innocente, qui empêcherait aujourd'hui, par exemple, le CHU de La Réunion de franchiser un autre CHU à Mada ou aux Comores. Merci pour votre question qui s'adresse à l'exemple réunionnais. Donc on a un cadre de coopération au CHU de La Réunion qui nous permet de passer des conventions cadres très directement avec les États de la COI, de la communauté de l'océan Indien, que sont les Comores, Madagascar, les Seychelles et Maurice. C'est des conventions pluriannuelles qui définissent des thématiques d'intervention médicale, assorties évidemment de financements et qui sont évaluées avec des financements soit directement du national, soit de bailleurs de fonds de type Agence française de développement, soit de plus en plus, comme la Réunion et région ultra-périphériques, on capitalise sur des crédits du FEDER, des fonds européens. Et ça nous permet d'inscrire dans la durée des actions pluriannuelles de coopération. En clair, on fait de la coopération scientifique, de la recherche, mais de plus en plus, on contribue à la stabilisation des systèmes de santé de la zone qui ne sont pas toujours aussi dotés, évidemment, que la France, que la Réunion. Donc, évidemment, on essaie de former des professionnels, les cadres, les médecins de demain, de ces pays-là, de Madagascar, des Seychelles, de Maurice et des Comores. Sachez que l'effort de formation du CHU de La Réunion, il est de 600
professionnels de santé formés par nos équipes chaque année. C'est modeste évidemment. Et ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on travaille en joint venture, si je puis dire, avec d'autres CHU, parce qu'évidemment, l'effort non pas de guerre évidemment, mais de coopération doit être partagé, je pense, à l'échelle des centres hospitaliers universitaires. Mais sûrement nos intervenants ont des réponses complémentaires sur ce sujet. Il y a une expérience un peu similaire en ce qui concerne la coopération entre la Martinique et Sainte-Lucie, où il y a un hôpital européen qui peinait à ouvrir ses portes. C'est l'hôpital OKU. Une franchise indienne s'est proposée pour gérer cet hôpital au franc symbolique, avec une gestion qui est rapidement apparue au Saint-Lucien comme possiblement qui serait dérivée de son optique initiale, qui est une optique d'hôpital et qui aurait répondu à un cahier des charges qui aurait plus été vers le privé. Et finalement, Sainte-Lucie, fort des relations qu'il y a entre notre hôpital et l'hôpital, l'ex-hôpital Victoria, et donc cet hôpital OKU, nous a sollicité avec l'aide de toute l'équipe coopération. Je pense à Christiane notamment, qui a beaucoup œuvré sur ce sujet. On les a aidés à ouvrir leur hôpital. On a monté une convention partenariale avec eux et on continue à les appuyer pour qu'ils gèrent leur propre hôpital avec une convention d'appui de notre part. Voilà, donc on s'est un peu opposé à une franchise qui ne paraissait pas très saine de coopération sur cet hôpital. Alors, je veux répondre non pas sur le fonds hospitalier, mais sur le plan formation. On a été contacté par l'Arabie Saoudite pour faire des universités privées. On est en partenariat en ce moment avec l'IRCAD de Jacques Maresco à Strasbourg pour des implantations en Arabie Saoudite ou dans les pays du Golfe. Mais on est encore dans le stade de réflexion. Donc, ce n'est pas encore fait. Et c'est ça sur le volet formation des chirurgiens, notamment digestifs et gynéco pour la cancérologie lourde, l'endométriose. D'autres questions, peut-être? S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie infiniment nos 5 intervenants pour cette table ronde très très intéressante qui a montré combien les CHU savent s'adapter au contexte géopolitique, combien la France a fait de la santé un axe tout à fait important et structurant de sa politique sur l'international, avec un cadre de coopération très clair, puissant et structuré qui a été posé par nos tutelles. Et on voit aussi que ça marche si il y a des conventions cadres, il y a une durabilité de ces actions, une inscription dans la durée. Et bien sûr, le nerf de la guerre, des financements qui peuvent être des financements AFD, Expertise France, DGOS ou de l'Union européenne, parce que sans financement, évidemment, notre effort de coopération et notre rayonnement sur l'international s'épuiserait très très rapidement. Merci à toutes et à tous, et je vais tout de suite... merci.